Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Salut, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Très, très bien ce matin. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qu'on met de l'avant des entrepreneurs et qu'on raconte des histoires inspirantes. Qui est notre invité aujourd'hui, Daniel? Hey, là, aujourd'hui, je suis assez excitée parce qu'on rencontre quelqu'un qui vient de vivre une autre saison extraordinaire avec son équipe. Nul autre que Charles Demers, président copropriétaire des Capitales de Québec. Charles, c'est un entrepreneur. En fait, un entrepreneur passionné, engagé, mais surtout respecté dans le monde du sport. Puis, il y a la fibre entrepreneuriale depuis qu'il est tout jeune. Puis, je pense que ça, le monde connaît peu ce côté-là de Charles. En fait, il y avait sa petite je dis petite, là, mais je te dis que c'était pas petit, là. Tu vas voir, on va en parler tantôt. En fait, de tonte de gazon. Okay? Il y avait son école de baseball, savais-tu ça? Non. Et, en fait, son parcours avec les Capitales est assez inspirant, merci, mais surtout très audacieux. Il vient tout juste de remporter à nouveau le 4e championnat de suite. C'est incroyable, sincèrement. Moi, je te le dis, je suis encore dans les vapes de ce championnat-là. Et on reçoit Charles Demers. Bonjour. Allô, Charles. Bon matin, comment ça va? Ça va bien? Ça va super Ben oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Merci à toi. Premièrement, c'est sûr que je suis excitée que tu sois ici à matin, là, parce qu'il y a plein de choses que moi, je connais de toi, que pas tout le monde connaît de toi, puis que j'ai envie de faire découvrir. Fait que j'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Allons-y. Allons-y, premièrement, félicitations. Je pense qu'on peut dire que c'est une dynastie dans le baseball indépendant, du moins en Amérique du Nord. C'est quoi la définition d'une dynastie, mettons? Je ne sais même pas. En fait, je pense qu'il n'y a pas de définition. Là. Il y a plusieurs définitions, mais de remporter 4 championnats consécutifs, toutes ligues confondues, dans le sport professionnel, je pense que c'est pas souvent arrivé, ou c'est presque jamais arrivé. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que les gens ont dit que c'était une dynastie. Moi, je suis un petit peu trop humble pour le dire. Pat, après le championnat, après dans l'émotion et ainsi de suite, c'est permis de le dire, puis je l'appuie là-dedans et ainsi de suite. Mais tu sais, c'est quand même 11 championnats là, en 15 ans d'histoire. Quand même, hein? C'est assez incroyable. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ben là, Daniel a fait un peu d'introduction, mais est-ce que le baseball, ça a toujours été en toi? As-tu toujours un intérêt pour le baseball? Oui, en fait, moi, quand j'étais jeune, là, moi, je viens dans le fond de Cap-Saint-Ignace, là, tout près de Montmagny. Puis ma mère a toujours été une fan de baseball. Elle l'est encore d'ailleurs. Oui, effectivement, elle manque pas beaucoup de matchs. Puis elle était également là, une lanceuse de balles rapides là, dans sa région, là, dans la région de Saint-Pamphile, quand elle était plus jeune. Puis elle a toujours aimé le baseball et ainsi de suite. Puis à 4 ans, elle a décidé de m'inscrire au baseball là, dans une petite ligue là, à Lillet-sur-Mer, là, qui était juste à côté. Puis le baseball a commencé pour moi là, en tant que joueur à cette époque-là. Là. Mais parlons-en de tes parents. En fait, je pense que tes parents ne sont pas entrepreneurs. Non. D'où vient cette fibre-là? Tu sais, je l'ai dit en entrée de jeu, là, tu as eu une petite business, mais elle peut-être pas petite, là, mais tu as eu une business très jeune. Oui. Fait que d'où ça vient, Charles? Ben, en fait, c'est que la valeur du travail puis l'éthique de travail, pour mes parents, ça a toujours été extrêmement important. Mes parents sont des très grands travailleurs. Mon père a toujours travaillé beaucoup, ma mère aussi, les soirs, les fins de semaine également. Puis toujours eu beaucoup d'implications communautaires également là, dans les conseils d'administration quelconques, et ainsi de suite. Puis lorsque on a déménagé dans la région de Lévis, moi j'avais 12 ans à ce moment-là, puis j'avais pas beaucoup d'amis. On a déménagé pendant l'été, donc j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas. Mon père m'avait dit, Charles, tu veux-tu aller au terrain de jeu? Fait que moi, j'avais un peu fait la grève. J'avais dit, non, ça m'intéresse pas d'aller au terrain de jeu. Puis, j'ai pas d'amis, puis ça m'intéresse pas pantoute. Fait qu'il dit, parfait, mais il dit, tu resteras pas dans la maison tout l'été. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai 12 ans, tu sais. Fait qu'il m'a dit, il dit, pourquoi que tu commences pas à faire des tontes de gazon? Ah, ça vient de là. De là. Ouais, c'est ça. Fait que mon père me fait des cartes d'affaires, puis me donnait un cours de vente, parce que mon père, c'est un représentant vente dans la machinerie agricole. Puis il m'a dit, donc là, tu vas partir seul, puis tu vas aller faire du porte-à-porte, puis tu vas essayer d'aller chercher quelques clients, et ainsi de suite, puis tu vas offrir tes services. Puis je vais te prêter ma tondeuse la première année, puis tu vas pouvoir commencer à faire ça. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Fait que j'ai commencé à un client, un deuxième client, un troisième client, puis après ça, quelques clients, plusieurs dizaines de clients, puis c'est devenu un travail pour moi, puis c'est comme ça que j'ai appris mon premier cours de vente, mon premier cours puis tu sais,
fallait faire la logistique. Fait que pendant que déjà la discipline à ce moment-là, donc de concilier le travail avec le sport, parce que je joue au baseball durant l'été également avec une équipe. Donc de commencer il fallait également prévoir la température parce que il annonçait de la pluie souvent. Donc, des fois, 3 ou 4 jours de pluie, ben, tu peux pas tondre de gazon. Donc, tu dois prévoir en conséquence de. Donc, mes parents, ma soeur, quelques amis du quartier sont venus tondre des gazons avec moi aussi. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, l'année d'après, ben là, on a recommencé également. Puis, à travers tout ça, j'ai quand même créé des liens assez importants avec certains clients qu'aujourd'hui, c'est encore des amis à moi. Pour vrai? Oui, absolument. C'est des gens qui m'ont donné une première chance. Puis à ce moment-là, ben, ils voulaient, t'es-tu capable de faire de la peinture? T'es-tu capable de ramasser des branches sur un terrain? T'es-tu capable? Ben, j'avais dit oui, absolument. Puis à ce moment-là, le salaire minimum était autour de 7 $. OK. Puis il m'avait dit, tu charges combien de l'heure? Ben, j'avais dit 4 $. Fait que là, puis à ce moment-là, c'était super accessible parce que sur ma carte de compagnie, c'était la tonte de gazon était 7 $. Si on voulait que je ramasse le gazon également, ben là, c'était 5 $ supplémentaires. Puis si vous voulez avoir le coupe-bordure, ben c'était un autre 5 $ supplémentaires. T'avais un côté marketing en toi, pareil, très jeune. Oui, c'est ça, exactement. Puis je me souviens, il y avait une faute sur ma carte d'affaires. Oh, puis après une dizaine de clients que je faisais, puis j'avais donné des cartes d'affaires, ben là, j'avais réalisé qu'il y avait une faute. Fait que là, il n'y avait aucune chance que je laisse ça comme ça. Fait que j'avais été réimprimé des cartes d'affaires, puis j'avais refait le tour, puis j'avais dit, désolé, il y avait une faute. Voici la bonne. Ça montait des minutieux. Ouais, mais ça me surprend zéro là, de toi, là, sincèrement, parce qu'on sait que le côté français, t'adores que ça soit parfait. Là, ouais, ça, exact. c'est normal. T'as fait ça pendant combien d'étés? Je vous dirais que j'ai fait ça environ. Ben, la troisième été, là, je commençais un peu à être tanné de faire des gazons. Fait que là, il y avait plusieurs personnes là, qui en faisaient. Fait que moi, j'avais été en mesure de m'acheter une mobilette là, à ce moment-là. Puis j'allais être en mesure de pouvoir aller travailler avec un autre emploi, là, donc ailleurs. Donc là, à ce moment-là, ben, j'avais commencé à travailler chez McDo un peu. Je faisais des gazons également. Donc l'automne, l'hiver, le printemps, je travaillais plus chez McDo. L'été, je faisais plus de gazons. Donc ça a été un peu comme ça. Fait qu'environ 4 ans. Puis là, ben c'est comme ça qu'après ça, l'entrepreneuriat puis le désir de vouloir créer quelque chose est vraiment là, a vraiment germé en moi là, tu sais. Puis c'est comme ça que puis après ça, ben il y a eu l'académie là, tu sais. De baseball. C'est un peu un mix en fait de tes deux passions, si je comprends bien, le côté entrepreneurial que tu as été chercher, puis le côté baseball que tu as joué, puis finalement tu as créé l'académie. Exactement. Ben en fait, ça c'est venu d'un projet scolaire. On était en secondaire 4 à l'époque, puis j'étudiais au programme sport-études baseball avec Jean-Philippe. Puis j'avais remarqué qu'il y avait pas d'école de baseball sur la rive sud de Québec. Attends une minute, Jean-Philippe Roy, là, dans le fond, il est assez vieux pour t'avoir enseigné, là. Oui, Dominique m'a enseigné. No way! Ouais. OK. Dominique Walsh, on les salue. ont été mon entraîneur, Jean-Philippe Roy également. Donc, toute la communauté, Christian Chénard, Patrick, Scalabrini. Oui, ça a du sens parce que tu sais, je vois la différence. Mais j'avais pas pensé, Jean-Philippe puis Dom. OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça que... Puis en secondaire 4, ben là, on avait un cours qui s'appelait Projet intégrateur. Puis on devait créer un projet de communauté qui allait... bon, ça peut être un projet entrepreneurial, mais un projet également de communauté. Puis moi, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de cours de baseball sur la Rive-Sud qui se donnait à ce moment-là. Donc à Lévis. Puis j'avais décidé de démarrer une école de baseball. Donc là, création d'un logo, création d'un site Internet, première version, ainsi de suite. Donc on a créé j'ai créé l'Académie de baseball La Relève. Pour donner des cours, permettre aux jeunes de prendre des cours de baseball l'automne, l'hiver, le printemps. Et l'été, c'est des camps d'été également. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a été mon deuxième projet entrepreneurial là, où que j'ai vraiment... Puis là, je sentais vraiment que j'étais à ma place à ce moment-là parce que je pouvais, comme tu dis, jumeler mes deux passions, là, l'entrepreneuriat puis le baseball. Donc, y a-tu quand même une croissance significative pour les jeunes vers le baseball? On s'entend que les gens parlent souvent de hockey ou de football, là, mais y a-tu de... Oui, absolument. Tout de suite après le départ des expos là, en 2004, là, on parle il y avait entre 18 et 20 000 jeunes joueurs de baseball au Québec. Donc, ça a été un gros coup, là, une grosse baisse d'inscription et ainsi de suite. Autour de l'académie, là, on était à peu près autour de 23 ou 24 000 jeunes. Puis là, la région, là, tu parles? Au total, au Québec. Puis là, fait que c'était très peu. C'est peu, c'est ça. Ouais, OK. Puis là, on est plus que 50 000 jeunes de baseball. Là, donc, ça a plus que doublé dans les 15 dernières années. Le baseball féminin également est très fort. Très belle réussite dans les dernières années à ce niveau-là. L'équipe Québec, les filles sont fortes. Oui, exactement. Donc, beaucoup d'inscriptions. Donc, on n'était pas dans
dans la grosse période du baseball nécessairement, mais je chantais vraiment. Puis ce qui est drôle, c'est que il y a des jeunes qui sont inscrits à la première session de l'Académie de baseball. Puis à ce moment-là, il y avait 4 ou 5 ans, il y avait 6 ans. Puis aujourd'hui, ce sont des joueurs qui jouent avec les Diamants de Québec. C'est des joueurs qui entraînent à l'Académie de baseball. Ce sont rendus des adultes qui ont 20, 21 ans, 22 ans, que je côtoie au quotidien puis que je suis très fier, mais qui ont passé 5 ou 6 ou 7 ans à se développer à l'Académie de baseball. Donc pour moi, ce projet-là a été très, très formateur, puis ça m'a permis également de peaufiner un peu là, l'aspect tout entrepreneurial, le service à la clientèle, les ventes et ainsi de suite, le marketing. Là, ouais, parce que tu as déjà, à ton jeune âge, 2 projets intéressants d'entrepreneuriat. La tonte de gazon, il se passe quelque chose avec ça. Dans le fond, ça m'a impressionné. Là. J'aimerais ça que tu en parles. Oui, c'est ça. Comment c'est arrivé? En fait, c'est que j'étais tanné vraiment de m'occuper de ça, puis il y avait quelqu'un d'autre qui était intéressé, lui, à reprendre la relève de ça. Donc, quelqu'un du quartier, un jeune du quartier qui avait décidé, lui, ça l'intéressait. Donc, lui a poursuivi à faire cet aspect-là. Puis après ça, il y a eu une transaction qui s'est effectuée par rapport à ça. Fait que ça a été ma première transaction, on va dire. C'est ça, t'as vendu? Oui, c'est ça, la run, on va dire ça comme ça. La run. Oui, c'est ça. Puis l'académie également, ça a été également une deuxième transaction. Mais ça a été un projet de plus long terme. Là, je viens tout juste, là, il y a plus d'1 an, là, à peu près, de vendre l'Académie de baseball. Que tu as eu longtemps, quasi 15 ans. Oui, plus que 16 ans, oui. C'est 16 ans, oui. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, là, les gens ne se rendent pas compte que quand tu crées quelque chose, éventuellement, ça a un potentiel de revendre, cette affaire-là. Puis, tu sais, tu avais quoi, 1000 clients, tu m'as dit? Écoute, c'était à peu près ça, oui. Fait qu'on ne veut pas savoir le montant que tu as vendu ça, mais ça devait valoir quelque chose, finalement. Oui, c'est ça. Ça valait quelques petits... quelques petits dollars, mais c'était plus vraiment... Puis tu sais, c'était vraiment pas une question d'argent, de monétiser. Oui, il y a une belle valeur de revente quand on crée une compagnie, mais moi, c'est vraiment la passion qui m'a, après chaque année. Puis tu sais, l'Académie de baseball, la raison pour laquelle j'ai délaissé puis j'ai la tonte de gazon, c'est parce que j'étais tanné puis ça me passionnait plus nécessairement ce domaine-là. L'Académie de baseball, ça te passionnait. En fait, ça me passionnait au départ, mais depuis 5 ou 6 ou 7 ans, l'enseignement, j'étais plus présent, tu sais. Donc, on avait une équipe d'entraîneurs qui était incroyable, on avait des jeunes qui étaient passionnés, puis je sentais que j'avais fait le tour un peu de cette entreprise-là, puis ce domaine-là de l'enseignement du baseball. C'était vraiment pas une question monétaire de dire hey, « je veux revendre ». Donc, d'ailleurs, les 2 jeunes entrepreneurs qui ont racheté l'Académie, c'est notre groupe qui les a financés puis qui les a donné l'opportunité de racheter. Puis pour moi, c'était important qu'il y ait une belle continuité puis que ce projet-là perdure dans le temps. Tu sais. Donc, c'était vraiment pas... Oui, il y a une question de... On crée quelque chose pour la revente éventuellement, mais je ne l'ai jamais fait nécessairement pour ça. C'était vraiment, je pense, pour la passion. Puis, bon, on a fait le tour de ça. On passe à un autre projet. Ouais, puis tu veux que ça continue, tu veux qu'il y ait une continuation. Tu as créé de quoi, tu veux que ça fonctionne, puis c'est tout en ton honneur. Puis justement, c'est-tu l'Académie qui t'a amené au capital? Oui, exactement. En fait, on parle souvent que ça l'a bien été, ça l'a moins bien été. On parle souvent des bons coups, et ainsi de suite, mais ça n'a pas toujours été nécessairement le cas. Entre-temps, là, tout de suite après l'Académie, j'ai... avec Michel Laplante et puis un autre associé, un autre groupe, on a démarré un magasin de baseball. Puis, écoute, moi, de mon côté, ça n'a pas fonctionné. Puis, ça l'a pas levé, mais ce magasin de baseball, aujourd'hui, là, a mené à Baseball 360, qui est une réussite incroyable. Au Québec. Puis moi, c'est des amis à moi maintenant qui ont ce projet-là. Puis ça a été une super belle expérience de mon côté. Mais c'est vraiment là que j'ai rencontré Michel Laplante. En fait, je le connaissais depuis plusieurs années parce qu'il m'avait entraîné à l'Académie de baseball des Capitales lorsque j'étais jeune. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'allais prendre des cours de baseball. Puis, en même temps que tombe le gazon. Oui, c'est ça. Puis Michel... on a développé un lien d'amitié business un peu plus là, dans ce domaine-là. Puis un bon matin, moi, l'Académie de baseball était au Stade Canac, donc elle donnait des cours de baseball durant l'été. Puis on était en plein été de l'année 2014. Et puis Michel vient me voir sur le terrain, puis me demande... comment ça va, puis ainsi de suite, puis c'est quoi mes plans. Puis à ce moment-là, moi, j'étudiais à l'Université de Montréal en économie. Puis je dis, écoute, je reviens à Québec, je suis dans l'académie, puis ainsi de suite. Puis il me dit, est-ce que tu te cherches
cherche quelque chose. Ça t'intéresse-tu de travailler dans le baseball encore? Parce que nous autres, on aimerait ça t'avoir avec nous. Puis, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse certain. Fait que c'est là que l'histoire des Capitales a commencé. Ouais. Puis ça fait 10 ans? Ça fait... 2014? Ça fait 11 ans. C'était ma 12e année cette année avec les Capitales, ma 12e saison. Mais t'as pas commencé comme DG au Capitale. Là. C'était quoi ton rôle au départ? Parce que Michel, quand il est venu te voir, c'est sûr qu'il y avait une idée derrière la tête. Oui, puis non, parce qu'il est venu me voir, puis il m'a dit, je pense qu'il voulait m'avoir avec lui, mais il n'y avait pas d'idée en tête de qu'est-ce que je pourrais faire. Okay. Il m'a comme lancé une ligne à l'eau, mais là, 2 semaines après, j'avais comme pas de nouvelles, 3 semaines après non plus. Donc là, moi, j'ai décidé à ce moment-là de relancer. Là, à ce moment-là, la directrice générale administrative adjointe était Anne-Marie Napper, puis il y avait Julie Lefrançois également qui était là, directrice. Ouais. Puis j'avais décidé de les rappeler. Puis à l'époque, moi, je jouais pour les Diamants de Québec au baseball. Donc, tu sais, je fréquentais le stade quand même beaucoup, tu sais. Fait que Michel, il m'avait comme lancé ça, mais il n'y avait pas eu de suivi nécessairement qui avait été fait. Donc, ils ont finalement convenu que le poste qui était peut-être disponible, c'était aux promotions. Donc, gérer l'équipe promotionnelle, les gens qui l'animation, tu sais. Puis à ce moment-là, puis oui, Yannick Tremblay n'était pas encore animateur de non, c'était l'autre, là. Non, c'était Jean-Philippe Auger. C'est exactement. Ça. Ouais. Capi était là, en tout cas. Oui, c'est Capi est là. Donc, écrire le promo-script, préparer les promotions, les journées thématiques, c'était un peu ça le plan. Puis là, Michel m'avait dit, écoute, la saison est déjà entamée, puis j'ai pas de salaire à t'offrir. Est-ce que ça t'intéresse de te joindre quand même? Bénévolement. Oui, exactement. Donc, bénévolement. Fait que là, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. On va voir où que ça mène. Puis l'équipe, moi, j'étais déjà un grand fan des Capitales, puis je les aimais de tout cœur, tu sais. Puis, petite parenthèse, 1 an après, il m'avait toujours pas offert de salaire. Puis là, j'avais été voir Michel. J'ai dit, Michel, penses-tu qu'on peut commencer à regarder, voir qu'est-ce qu'il y en a? Puis il avait dit, ben voyons donc, je peux pas croire que je t'ai oublié de même, tu sais. C'est drôle. Fait qu'avec le temps, on a réglé nos dossiers, faites-vous-en pas. Okay. Mais c'est de même que ça a commencé, donc ouais. Mais honnêtement, quand tu as dit oui, même si c'était bénévolement, est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, tu voyais une opportunité ou tu n'étais même pas là? J'étais même pas là. J'ai jamais été capable de me projeter dans 5 ans, dans 7, dans 10 ans, dans 15 ans exactement. Ça, c'est intéressant. Non, jamais. J'ai jamais été... je pense que j'ai toujours vu un peu ma vie comme un coffre à outils, un peu que tous les événements, toutes les histoires et toutes nos expériences deviennent un outil. Puis l'objectif, éventuellement, c'est d'avoir le plus d'outils possible dans ton coffre à outils, puis d'avoir le plus gros coffre à outils au monde, pour être en mesure, après ça, de pouvoir grandir. Puis, j'ai toujours eu plus de facilité en français, puis dans les mathématiques et ainsi de suite, mais j'avais plus de difficultés à ce moment-là en anglais. Je parlais presque pas anglais. Ça m'avait tout pris. Ouais? Aujourd'hui, tu parles très bien anglais, là, je t'ai entendu. Exactement. J'ai pris des cours d'anglais, justement, pour... mais tu sais, ça, c'était un... fait que non, j'étais pas je parlais pas anglais, donc j'étais pas capable de même pas me projeter, de dire que j'allais travailler avec les joueurs, que j'allais travailler avec les autres équipes de la Ligue. Donc, à ce moment-là, même pas. Là, c'était... On va y aller une bouchée à la fois, une étape à la fois. On va bien faire les choses, puis on va voir où ça nous mène. Tu as commencé aux promotions, puis dans le fond, tu as évolué, ton poste a évolué oui, exactement. L'année d'après, là, il y a un poste à la boutique Souvenir qui s'est ouvert. Donc, ils ont dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre la boutique Souvenir et les promotions? Je dis absolument avec plaisir. C'est un projet qui m'intéresse. Donc là, la commande des vêtements, calculer le coût des produits, le prix de vente, les inventaires. Là, c'est sûr, ça t'allume, ça. Un peu tout ça, oui, exactement. Tu connais ça t'allume. Puis de fil en aiguille, il y a eu, ensuite de ça, le marketing, il y a eu les opérations baseball pendant quelques années où j'ai travaillé très conjointement avec Patrick. Pendant plusieurs années. Donc, ça a mené à ça. Puis, parallèlement à tout ça, moi, je continuais d'étudier à l'université. Puis, c'était le meilleur des deux mondes parce que l'été, je pouvais travailler à temps plein. L'automne, l'hiver, c'était plus à temps partiel, mais ça me permettait d'étudier à temps plein à l'université. Donc, c'était vraiment le meilleur des deux mondes. Mais à ce moment-là, tu étudiais à l'UQAM, tu as dit, mais tu étais revenu à Québec, tu étais à Laval? J'avais terminé à l'UQAR, à l'UDEM, à l'Université de Montréal. J'avais terminé mon diplôme en économie là-bas. Et là, après ça, je venais faire mon diplôme en finance ici. Ici à Laval? J'étais à l'UQAR à ce moment-là. Puis, c'est ça. Puis là, par la suite,
j'ai fait ma maîtrise avec mon mémoire de recherche en management marketing à l'Université Laval. Que là, tu as utilisé, il me semble, les capitales comme laboratoire. Comme laboratoire. Ouais. Ça, j'aimerais ça que tu en parles. Donc, tu rentres en maîtrise à Laval. Ouais. Ça, c'est en quelle année? Là? Ça fait combien d'années que tu travailles pour les capitales à ce moment-là? Ça fait à ce moment-là 6 ans que je travaille avec les capitales. Ouais, OK. ça fait 6 ans que je travaille avec les capitales à ce moment-là, 6 saisons. Puis 5 saisons que je travaille avec les capitales, excusez. Puis à ce moment-là, j'ai touché un petit peu à tout, là. J'ai touché à la billetterie, j'ai touché aux opérations baseball, j'ai touché au marketing, j'ai touché un peu à tout ça. Puis je décide de m'inscrire à l'Université Laval là, pour faire un MBA en stratégie innovation, puis avec une majeure en marketing. Donc, je décide de m'inscrire là. Puis il y a un projet de recherche qu'on doit effectuer. Donc, je décide de m'intéresser là, aux assistances qui peuvent influencer, aux déterminants puis aux facteurs qui peuvent influencer les assistances au niveau du baseball professionnel. Puis mon cas d'analyse, bien évidemment, c'était les capitales. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent ou viennent pas au baseball? Donc, c'est un peu ça le plan, de comprendre mieux notre consommateur, de comprendre mieux pourquoi que les gens viennent. Puis, tu sais, il y a une foule de facteurs qui peuvent influencer dans la température, la température, surtout. La température, les matchs présentés avant la fin de l'année scolaire, le Festival de Québec, un match de la Coupe Stanley à la télévision va influencer. Donc, c'est d'être en mesure. Donc, j'ai les remparts en finale. Oui, c'est ça. De créer un modèle mathématique qui nous permettrait de prédire avec une certaine marge d'erreur les assistances au stade d'une année à l'autre. Donc, c'est un peu ça mon projet que j'ai terminé en 2019. Puis tu as présenté au Capital à ce moment-là? Oui, exactement. J'ai présenté au Capital. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore directeur général. Puis, il n'y avait pas encore là, de poste nécessairement d'ouvert là, pour moi. Là. Fait que j'étais un petit peu à la croisée des chemins. Je fais mon mémoire de recherche, mais j'anticipe pas à devenir le directeur général des Capitales parce que je vois qu'il n'y a pas nécessairement de possibilité d'avancement je vois qu'on arrive à ce moment-là, on a très peu de gens qui travaillent à temps plein dans l'organisation. On a une plus petite équipe administrative. Les postes sont tous comblés. Donc, moi, je suis limité à continuer à m'occuper des opérations baseball. Puis, je vois pas vraiment nécessairement de possibilité d'avancement à ce moment-là. Comment ça s'est arrivé? Parce que tu as monté les échelons, finalement. Oui, c'est ça. Mais il y a eu un virement là, total. Là. Fait que comment c'est... En fait, c'est que une fois la saison 2019 terminée, ou que dans ma tête à moi, je revenais pas travailler au Capital parce qu'il n'y avait pas de possibilité nécessairement. Donc, on parle après 4 ou 5 jours après ça. Michel Laplante m'a rencontré, puis il m'a offert le poste de directeur général. Il m'a dit qu'il allait avoir des changements, puis qu'il allait avoir certaines promotions, et ainsi de suite. Puis fait qu'il me dit, je serais prêt à te libérer le poste de directeur général. Fait qu'il me l'a offert. J'ai pris quelques jours pour y penser, puis j'ai embarqué dans l'aventure à ce niveau-là. Évidemment que 2020 est une année extrêmement difficile parce qu'il y a eu la pandémie, puis on n'a pas présenté de baseball au stade. Donc, très, très, très difficile dans le management de l'organisation dans sa globalité. Là. Très, très, très difficile. Puis 2021, pas de capital non plus, un projet Équipe Québec à la dernière minute. Donc, il n'y a pas eu de baseball pendant plus de 2 ans là, Ce qu'il faut au savoir, stade. Là. Équipe Québec, c'est qu'à ce moment-là, vous jumelez deux équipes, qui est les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales. Vous sélectionnez des joueurs canadiens, en fait. Exactement. C'est ça, dans le fond. Exactement. Équipe Québec, c'est qu'en fait, on décide de diminuer les risques parce qu'à ce moment-là, il fallait aller commencer la saison de la Ligue frontière à l'extérieur, donc aux États-Unis, sans savoir si ça allait être possible pour nous de revenir au Canada. Donc, c'est un très, très gros risque parce que si on jouait les 96 matchs à l'extérieur, bien, il n'y avait pas de revenus pour nous qui nous permettraient de jouer cette saison-là. T'sais. Donc, c'est l'idée de Michel, justement, de dire, bon, ben, on va diminuer le risque, puis on va se croiser les doigts, qu'on puisse revenir jouer au stade en juillet, en août. Puis ça s'est bien déroulé parce que environ là, 75 matchs plus tard, on est en mesure de pouvoir venir terminer l'année, donc 12 matchs à Québec, 11 matchs à Trois-Rivières, pour un total de 23 matchs au total, puis on est en mesure de présenter un peu de revenus qui nous a permis de passer à travers cette saison-là, puis de garder un peu d'employés dans l'entourage, et ainsi de suite. Mais l'équipe était très, très, très décimée. Là. À ce moment-là, plusieurs employés, puis c'est comprenable, avaient décidé de se trouver d'autres employeurs. Je me souviens, en 2020-2021, là, on était à ce moment-là, Michel Laplante et moi-même, là, majoritairement au bureau à tous les jours, à répondre au téléphone, puis à
répondre aux courriels de la comptabilité, répondre, et attendre. Les vrais fans, là, n'en parlent. Il y a des gens au Capital qui sont là d'année en année. Là. Vous avez une base de fans très présents, puis ils en parlent encore de cette année-là, comment c'était marquant, qu'ils ont voulu d'avoir des matchs locaux, là, parce que honnêtement, personne pensait que ça aurait pu arriver. Puis tu te souviens, quand on a reçu Michel, il en a parlé que ça a été marquant pour lui, puis je pense qu'il s'est arraché pas mal de cheveux sur la tête. Là. Il a dit que c'était une période très stressante pour lui. Ça a-tu été la même chose pour toi? Oui, absolument. Les deux ensemble, on a vécu... c'est vraiment là qu'on s'est rapprochés encore plus, qu'on est devenus vraiment des bons amis, puis qu'on a... parce qu'on a vécu tellement de cette période-là sombre ensemble, tellement de frustration. Je me souviens, là, c'était dans le temps où que le film, la série de Queen's Gambit, aux échecs était sortie, puis il y avait il y avait comme un regain au niveau des échecs, et ainsi de suite. Puis on s'était acheté un jeu d'échecs, puis on jouait pendant des heures aux échecs dans la salle de conférence, sans se parler. Puis, ça me rappelle quelque chose, ça, le crib. Oui, c'est ça, le crib, c'est ça. On adore les jeux stratégiques, les jeux de cartes. Michel, qui est un très bon joueur de cartes, d'ailleurs. Donc, on s'était acheté ça, puis maintenant, on arrêtait de jouer, puis on pensait avoir trouvé une idée de comment refaire ça, puis comment sortir du pétrin, puis ainsi de suite. Puis, fait que le bateau était comme un peu vraiment là, sur pause à ce moment-là, puis on savait pas quelle direction qu'il allait prendre, mais il fallait demeurer dans le bateau pendant cette tempête-là pour attendre justement que la tempête passe. Tu dirais que c'était ton défi professionnel le plus difficile? Oui, sans hésitation. Ça a été... parce qu'à ce moment-là, il y a toujours le volet... Ça serait de vous mentir de dire que j'ai pas pensé, quand je dis que j'étais à la croisée des chemins en 2019, mais à ce moment-là, moi, je viens de terminer, l'université. Je suis disposé à travailler à des défis. J'ai des offres un peu à droite de certaines entreprises qui disaient « Hey, moi, j'aurais un poste pour toi. Je sais que ça fait 2 ans que tu travailles pas vraiment avec les capitales. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Ça t'intéresse-tu? » ainsi de suite. Puis, tout me ramenait à la passion, puis à la passion, puis au sentiment de nécessité de demeurer avec les capitales. Je pouvais pas le laisser, premièrement, Michel, qui était mon grand ami, qui est encore aujourd'hui, mais je pouvais pas le laisser dans cette situation-là. Puis deuxièmement, je pouvais pas laisser les capitales dans cette situation-là. C'était pour moi trop égoïste comme façon de penser, de dire « Hey, moi, je quitte le bateau, moi aussi. » On dit tout le temps dans un bateau que le capitaine reste le dernier. Ben, on était 2 capitaines qui restaient encore dans le bateau à attendre. C'est ça. J'ai en fait une question que j'ai vécue. J'ai pris la relève familiale. Fait que c'est sûr que au début, j'étais beaucoup le fils de Jean-Maurice ou tu voir des chaussures, des grandes chaussures à mettre. Finalement, j'ai fait ma propre voix. Toi, de ton côté, on s'entend, là, Michel, il est extrêmement connu au Québec. Ça a été quoi aussi quand il t'a proposé même d'évoluer avec la présidence? Est-ce que tu as eu cette pression-là de ton côté? Oui. Puis j'ai toujours carburé la pression. J'ai toujours aimé la pression, aimé les risques. Je vois la vie comme des mathématiques dans ma globalité, dans tout ce que je fais. Donc, mon cerveau me fonctionne parfois différemment. Donc, je vois la vie comme des statistiques, des probabilités dans quelque chose. Donc, pour moi, c'était... quand Michel m'a rencontré pour me dire qu'il quittait, puis qu'il était rendu à un autre défi, puis que pour lui, c'était mission accomplie, ma première réaction sur le coup, c'était « Hey, on a tellement fait beaucoup ensemble. À quoi tu t'attends? C'est quoi le prochain projet qu'on va réaliser ensemble? On part ensemble? » C'était ça un peu c'est quoi tu veux? Bon, c'était un petit peu ça. Sur le coup, avec du recul, je savais très bien qu'il y avait un plan puis qu'il l'avait préparé depuis un bout de temps. Son plan était de quitter avec la tête tranquille. Puis, quand on revient aux mathématiques, ben pour moi, le risque de prendre la présidence après Michel est un risque calculé parce qu'on avait tellement une belle équipe administrative, puis tellement une belle énergie, puis un beau momentum avec les capitales actuellement, que pour moi, c'était simplement une continuité. C'était pas nécessairement c'était de limiter les erreurs potentielles, puis de simplement s'appuyer sur ce qui a été construit dans le passé, puis de poursuivre sur cette lancée-là.
Donc, on a un entraîneur qui est là depuis plusieurs années. On a une équipe administrative que Daniel la connaît. On a une base de fans qui est bien établie, qui est là depuis plusieurs années également. Donc, pour moi, le risque n'était pas très élevé. Le risque était surtout au niveau de c'est quoi la pression, puis comment moi je vais réagir après ça, puis comment que moi je vais me sentir. Puis tu sais, il faut toujours être en mesure de, je pense, faire une belle rétrospection de soi-même dans une situation comme ça. Moi, j'ai 32 ans. À ce moment-là, j'ai 31 ans l'année passée. Michel, il a presque le double de mon âge. J'ai pas le double de mon âge, je veux pas le vieillir, là, mais tu sais, il a presque 20 ans de plus que moi. Donc, tu sais, j'aurais pas son charisme, j'aurais pas son expérience, je serais jamais Michel Laplante. Donc, essaie pas de devenir Michel Laplante ou de le remplacer nécessairement. Tu peux lui succéder, puis faire ta place toi-même, puis t'entourer de bonnes personnes. Puis c'est la raison pour laquelle l'équipe administrative, encore une fois cette année, bon, je me suis entouré de gens de confiance que je connais beaucoup. Puis je pense que c'est comme ça qu'on est capable d'avancer puis de succéder, comme tu dis, et faire sa place. Est-ce que tu dis, parce que, mettons, on repart à l'équipe Québec, 2022, c'est la première année à ce moment-là que tu es déjà officiel. Ouais. Puis là, en 2025, tu deviens président. Il n'y a pas beaucoup de temps quand on y pense. Là. Non. On bâtit ça comment, Charles? C'est la progression, puis c'est les coffres à outils. Coffre à outils, je l'ai dit tantôt, c'est les outils qu'on cueille au quotidien. Je vais tout le temps me souvenir de ma première conférence de presse avec Michel en 2022, qui n'est pas si lointain. Non, ça fait pas longtemps. J'avais un stress, tu sais, comment qu'on s'adresse, comment que j'étais plus préparé que jamais, puis avec le temps, la pression tombe, puis on devient plus sûr de soi, puis on devient meilleur, je pense, en communication, meilleur en management. On se développe au quotidien, on ne s'assoit pas nécessairement sur ses lauriers. Mais tu sais, 2022 était une année extraordinaire, fabuleuse. 2023 également. 2024, ben là, Michel, encore une fois, m'a offert le poste de vice-président, puis je pense que c'était dans sa lignée d'éventuellement me nommer président. Donc, l'année passée, j'étais vice-président. J'ai été très, très près de Michel dans ce qu'il faisait au quotidien avec la Ligue, avec les instances gouvernementales. Donc, j'ai vu un peu plus comment ça se passait. Tu as un nouveau DG aussi qui rentre en 2024. Oui, exactement. En 2024, on a procédé à l'embauche de Mike Pétillon, qui est un élément fondamental dans les succès de l'équipe. Puis, tant qu'on dit de bien s'entourer, il a tellement su prendre bien sa place au fur et à mesure dans ce que moi, j'étais capable de lui laisser comme espace et ainsi de suite. Puis, il est tellement meilleur que moi dans plein de domaines que ça rend l'équipe au total, au cumul, tellement meilleure parce que c'est une personne qui me complète à merveille. C'est une personne qui est capable d'être vraiment, vraiment bon dans mes faiblesses à moi. Donc, pour lui, c'est facile pour lui. Puis moi, je pense que je suis un petit peu l'inverse dans d'autres domaines. Donc, je pense qu'on est capable de bien se compléter. On a une équipe qui est là depuis longtemps. Ton conjoint, Jonathan, qui est avec nous depuis 2019, il a évolué au fur et à mesure dans l'organisation. Cette année, il y a le poste de directeur des opérations baseball. Jérôme Duchesneau, qui est mon directeur général adjoint, c'est notre directeur général adjoint cette année, qui est un très, très grand ami d'enfance à moi que je connais depuis quasiment 15, 16, 17, 18 ans. Là, Jérôme était à Trois-Rivières avant aussi. Il est allé faire son expérience à Trois-Rivières puis s'en venait à Québec. C'est ça. Il y a ma conjointe, Gabrielle aussi, qui travaille dans l'organisation depuis cette année. Dominique Walsh, qui était mon entraîneur. Donc, on s'est vraiment entouré d'une équipe formidable. Puis c'était mon plan de match parce que si tu essayais de seulement compenser puis vraiment simplement dire « Hey, je vais essayer de remplacer Michel, puis je vais prendre la place, et ainsi de suite », ben ça n'aurait pas fonctionné. Puis il fallait respecter également l'historique de Michel. Puis, il n'est pas parti complètement. Non, on le voit souvent. Il y a encore une présence, il y a de la famille à lui, et ainsi de suite. Il fallait bien faire les choses là-dedans. Félicitations, Charles, parce que ta progression professionnelle, c'est extraordinaire. Au niveau familial, tu as une jeune famille aussi. Ça t'est arrivé en même temps pas mal des naissances. Comment tu as vécu ça? Difficile. Difficile parce que puis ça, je pense que c'est très profond depuis longtemps. J'ai de la misère à... on peut dire que c'est comme un peu... tu sais, des gens qui sont workaholic un petit peu. Oui. Moi, je suis un petit peu workaholic, mais parce que j'aime le travail. J'aime mon travail, puis je suis passionné dans ce que je fais. Puis parfois...
ça va tellement vite que je manque d'heures dans une journée. Donc, j'ai parfois de la difficulté à avoir un bel équilibre dans ma vie au quotidien. Donc, quand on parle de bel équilibre, on parle de, évidemment, temps passé avec la famille. On parle de temps passé avec la famille proche, donc mon garçon puis ma conjointe. Temps passé avec la famille, mes parents, ma sœur, mon filleul, ainsi de suite. Je suis pas beaucoup présent. C'est un défi personnel, puis c'est un défi que je dois améliorer absolument dans les prochaines années parce que j'ai pas été en mesure de garder un bel équilibre au cours de mes dernières années. Puis tu sais, quand on parle d'activité sociale, on parle de sortie, on parle d'amitié. Tu sais, mon cercle d'amis au fil des ans, c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est restreint plus que normalement. Parce que j'ai pas pris le temps nécessairement d'accorder du temps avec mes amis. Donc pour moi, c'est un gros défi, puis c'est un gros enjeu. C'est un enjeu pour moi, puis que je dois absolument trouver une façon d'améliorer. Mais si, mettons, je peux te rassurer sur une chose, là. Parce que moi, je le vis, là, au quotidien, le baseball, là. Mon conjoint, tu le connais. Fait que t'es entouré de gens qui acceptent ta passion. Ta conjointe, elle l'accepte. Elle vit le baseball, elle est là, elle est présente. Ton fils adore. Écoute, c'est la mini-mascotte des Capitales. Malgré tout, je veux que tu le vois. Dans le fond, les gens autour de toi, ils sont présents au même endroit que toi. Absolument. À tous les matchs sont là. Puis, tu sais, tes parents, c'est premièrement des fans, les number one. Ta sœur vient régulièrement avec sa famille. Fait que tes gens qui sont proches de toi, ils sont avec toi. Ils sont avec moi, puis ça, c'est important, puis ça, je le remarque. Mais tu sais, parfois, là, j'ai l'impression dans cette situation-là que c'est moi qui reçois, plutôt que c'est moi qui redonne nécessairement, tu comprends? Puis je pense que dans une relation familiale, puis dans une relation en général, ben c'est pas juste faut que j'aille au stade si je veux voir Charles nécessairement. C'est comment que moi, je vais être en mesure de pouvoir redonner à ma famille autant que moi, je donne au capital. C'est un petit peu ça que, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de passion, tu sais, le cerveau a 100% d'espace. Ben, c'est quoi la portion d'espace que tu peux libérer pour être en mesure de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes dans ton entourage qui sont importants pour toi? Fait que c'est un petit peu ça, tu sais. Mais je serais curieuse d'entendre tes parents. Ouais. Qu'est-ce qu'ils diraient de ça? Parce que eux, là, je le sais qu'ils reçoivent énormément de toi. Vraiment, là. C'est ça. Mais oui, je serais curieux également de leur demander. Puis, tu sais, ils me le font jamais sentir. Tu sais, ma conjointe non plus, puis mes enfants non plus, puis mes amis non plus me supportent là-dedans, puis tout le monde. Mais tu sais, l'équilibre doit être, je crois, mieux balancé, je pense, puis ça va rendre un peu tout le monde meilleur. Puis si je dis pas passer moins de temps à travailler, je pense que c'est simplement de temps à accorder. Mais d'être en présence, en fait. Ouais. Tu sais, des fois, dans la vie, ça va vite, là. On parlait un matin que t'as peu dormi cette nuit. ça va vite, la vie. Mais parfois, il faut juste être en présence. Puis ça, c'est pas facile. Puis probablement, dans ta situation, ça doit pas être facile parce que il se passe beaucoup de choses autour de toi. Ça bourdonne. Ouais, c'est un message qui porte, parce que je pense que t'es pas le seul non plus, jeune papa, à vivre cette situation-là. Puis écoute, je pense que c'est un défi quotidien pour beaucoup de monde, mais tu sois capable de l'identifier, de l'expliquer, je trouve ça beau. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste de le dire, mais de trouver des façons de le faire. Puis tu sais, si on recule il y a plusieurs années, c'était pire parce que j'avais pas de... j'ai été très, très longtemps sans avoir nécessairement de temps accordé à une conjointe ou à ma famille. Donc, j'étais très, très... là, depuis quelques années, depuis 5 ou 6 ans, c'est différent. Évidemment que la vie a changé par rapport à tout ça, mais je pense qu'il y a encore place à amélioration un peu là-dedans. Puis, je suis pas prêt à dire que c'est mission accomplie parce que j'aspirais pas nécessairement à devenir directeur général, j'aspirais pas à devenir vice-président, j'aspirais pas à devenir président des Capitales non plus, puis j'aspire pas à une... Vous me dites, Charles, dans 5 ans, il va se passer quoi? Je suis pas en mesure de vous le dire en ce moment. Présentement, j'ai beaucoup de choses à réaliser encore avec ma famille, avec les Capitales également. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener, mais c'est une bouchée en son temps, puis... c'est comme ça que je pense qu'on avance. Ouais. Puis ça se passe comment, travailler avec ta conjointe? Parce que je sais que ça a été une interrogation au départ. Ouais.
je pense que ça vient de toi. C'est ton idée ou je sais pas comment c'est arrivé, là. Ben, Mais en ça, fait, ça venait de toi. Elle terminait son congé de maternité. Ouais. Puis là, ben, avec toute la restructuration, puis le désir de vouloir, évidemment, mieux s'entourer autour, ben, on se questionnait à savoir est-ce qu'elle va retourner dans son domaine, est-ce qu'elle va... puis elle se questionnait déjà par rapport à ça. Puis durant son congé de maternité, elle était en mesure de pouvoir comprendre puis de connaître davantage les capitales, puis l'équipe administrative, puis de voir. Puis elle s'est dit, crime, ça a l'air le fun de travailler ici. Donc, est-ce qu'il y aura un poste qui va ouvrir éventuellement? Puis là, finalement, moi, je savais que ça s'en venait, puis je pensais qu'au niveau de la conciliation travail-famille également, autant pour moi que pour elle, que pour notre garçon, ça allait être plus facile de travailler pour elle au capital. Donc, c'est Mike Pétillon qui a regardé les différentes possibilités de son côté. OK. Puis moi, je les ai laissés s'organiser ensemble. J'ai dit, puis tu sais, je suis pas son supérieur immédiat. Elle est sous la gouverne de Mike, puis elle travaille en collaboration avec l'équipe administrative, au partenariat, puis tout ce qui est marketing, placement publicitaire, puis rayonnement des capitales. Donc, elle travaille avec l'équipe, puis c'est sûr que c'était une première année, donc ça va prendre des ajustements au niveau... Comme? C'est sûr que pour elle, durant la saison, c'est difficile parce que pendant que moi, je suis au match le soir, Ouais. elle ne peut pas être au match le soir parce qu'elle s'occupe de notre garçon à la maison. Donc, ça, c'est un ajustement. T'sais. Donc, il faut trouver une façon de... est-ce que elle est en mesure de pouvoir occuper des fonctions qui lui permettraient de ne pas être au match les soirs au stade, ou du moins le moins possible. C'est quelque chose. Puis tu sais, c'est pas facile non plus pour quelqu'un qui travaille au stade quotidiennement de ne pas être au match parce que c'est la finalité de tout ce qu'on travaille au quotidien. Tu sais. Donc, mais tu sais, on a une fondation, qu'on veut également mettre de l'emphase là, au niveau de la gestion de la fondation des capitales. On a également là, des événements externes autres qu'on fait de plus en plus. Donc, cette année, Capi, les joueurs sont sortis là, dans différents événements promotionnels. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gestion. Il y a le tournoi de golf des capitales également. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gestion autour de ça. Fait que je pense que je vais laisser Mike s'occuper de ce dossier-là, mais j'essaie de moins possible interférer dans leur discussion, mais je suis convaincu qu'ils vont trouver une façon Attends, là, moi, ça me brûle les lèvres parce que toi aussi, je sais que tu as travaillé avec ta conjointe, hein, me semble. Ben, je suis pas mal. Là, je sais qu'elle est en congé de maternité, mais vous faites ça comment, les gars, à la maison, pour pas parler de travail? C'est très drôle parce que moi, je suis toujours obligé de lui dire de ne pas parler de travail. Donc, OK, c'est toi qui fais la discipline. Toujours. Okay. Tu vois, vu que j'ai travaillé en famille, on a tellement parlé souvent à la maison que maintenant, c'est comme naturel qu'on on en parle, c'est sûr, un peu, mais on va pas dans les détails. Là. OK, fait que ça reste... On se protège. Okay. Mais c'est sûr que le samedi soir, souper familial avec mon père, malheureusement, des fois, on va en parler. Ah oui, c'est sûr. Mais on va jamais très loin dans les détails. Là. OK. Fait que toi, tu es capable de garder cette distance-là. Puis toi, il faut que tu fasses de la discipline un petit peu. Oui, parce que moi, quand je suis capable de mettre la switch à on, à off, quand je rentre le soir à la maison, de ne plus parler de travail avec les gens autour de moi, faut pas oublier non plus qu'au quotidien, ça fait partie de ma vie. Partout que je vais, dans des parties de famille, dans des fêtes d'enfants, dans des amis ou peu importe, le sujet principal, c'est les capitales. Elles avaient une belle saison, comment ça va? Hey, tel joueur, il est-tu bon? Mes parents m'en parlent toujours. Ben oui, je fait qu'à un moment donné, tu veux simplement parler d'autre chose. Puis, tu sais, j'ai le goût de parler de la roulotte à mon père, puis du prochain voyage qu'ils vont faire, tu sais, plutôt que de parler de Justin Gideon qui a fait le point marquant. Ou ben non, qui est dans une mauvaise séquence au bâton. Oui, ça, on s'en est fait parler. Fait que j'essaie parfois de me distancer un peu plus, puis pour éviter que ce soit... Mais tu sais, je sais que les gens aiment s'en parler, fait que j'essaie de choisir. Puis c'est un peu la même affaire avec ma conjointe. Puis lorsqu'on arrive, mon petit garçon ne parle pas encore, fait que j'ai pas trop à... Un petit peu, mais pas encore. Mais c'est ça, fait que j'ai pas... il dit Capi, le mot Capi. Il aime tellement Capi. C'est ça. Mais c'est drôle de voir les enfants réagir. T'en étais un enfant Capi, toi aussi. T'as bien aimé Capi, mais les enfants adorent Capi. On arrive à la section, la question au-delà des affaires. Ouais. Donc, c'est toujours une question qui est plus... comment dire ça? Qui demande plus de réflexion, des fois. Oui, exactement. Fait que moi, j'en ai une pour toi, Charles, ce matin. Oui. Quel est le conseil que tu as reçu que tu aimerais léguer à ton fils?
Le conseil que j'ai reçu, c'est de ne pas faire les choses pour le court terme. Donc, mais de le voir sur le long terme, sans nécessairement savoir ce que tu vas avoir en retour. Donc, on voit de plus en plus aujourd'hui les gens qui vont changer d'emploi comme ils changent de bobette parce que le voisin va offrir, je sais pas moi, 30 sous de plus de l'heure que l'employeur qui t'embauche actuellement. Puis l'année d'après, ben, l'autre, parce qu'il offre 25 sous de plus de l'heure, ben, il va y aller. Si j'avais fait les choses pour le court terme, je ne serais pas avec les capitales aujourd'hui. Si j'avais dit à Michel Laplante, ben là, il faut que tu me payes là, parce que sinon, je travaille pas pour toi, je ne serais pas avec les capitales aujourd'hui. Si j'avais accepté une offre d'emploi pendant la pandémie, parce que je voulais avoir une opportunité de travail là, je ne serais pas avec les capitales aujourd'hui. Donc, je te dirais que la patience puis l'analyse d'une situation, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est que ne pas être impulsif dans tes décisions puis ne pas voir ça simplement dans une règle de 3 à court terme, dire « oui, c'est bon, je fais ça là ». C'est à quel point que ta décision ou ton geste va avoir un impact sur le court, le moyen et le long terme. Puis je pense qu'en ayant cette vision long terme-là, en faisant bien les choses au quotidien, même si parfois tu te trouves d'être peut-être, pas perdant, mais au cumul, à court terme, ça paraît que c'est peut-être pas la bonne décision, mais si tu vois le moyen long terme, ben, il y a des belles choses qui finissent par arriver à un moment donné parce que tu as toujours essayé de faire les choses pour les bonnes raisons, les bonnes façons, puis t'as resté fidèle à tes valeurs par rapport à ça. Donc, tu sais, si j'avais un conseil que je donnerais à mon petit bonhomme, c'est de pas penser court terme tout le temps, de penser long terme, puis de penser long terme sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Et c'est beau, hein? C'est beau, puis je trouve ça beau parce que tu as l'air d'être une personne qui est très à l'aise avec les mathématiques. Tu en parlais un peu tantôt, là, pour toi, les statistiques et tout, c'est facile. Puis souvent, ben, justement, quand on tombe plus dans l'analyse ou quoi que ce soit, c'est là qu'on veut comme bouger ou on compare des scénarios, mais toi, non, c'est vraiment plus le côté humain. Tu as dit non, gars, c'est ma passion, je veux continuer là-dedans, puis on verra où est-ce que ça va m'amener. Je trouve ça vraiment beau comme message. Ouais, moi aussi, je trouve ça magnifique. J'ai vu que tu as cherché, mais c'est vraiment la première chose qui a dû te venir, j'imagine. Oui, exactement. Puis il y a des gens qui vont parfois prendre une décision précipitée pour avoir le bonbon à court terme. Puis sans penser aux conséquences futures, puis à quel impact que ça pourrait avoir sur ta personne, mais sur l'impact sur ton entreprise également, puis sur l'entreprise pour laquelle que tu travailles. Donc, je vais vous donner un exemple. Si cette personne-là travaille dans un domaine où il y a 8 ou 9 ou 10 entreprises dans ce domaine-là, puis il y a une spécialité pour ces entreprises-là, puis qu'après 5 ans, elle a changé 6 fois d'emploi, qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans? Ça se peut qu'il n'y a aucun des employeurs qui veulent le réembaucher parce que il s'est brûlé un petit peu partout. Donc, c'est d'être en mesure de pouvoir bien faire les choses puis de dire « Hey, ça vaut-tu la peine là? » Puis toujours peser les pour et les contre sans nécessairement penser juste au bonbon là ou à la finalité là. Tu sais. Je suis une personne parfois qui prend beaucoup de temps pour réfléchir et penser à la bonne décision, à la bonne façon de le faire. Puis ça peut des fois tanner les gens autour de moi parce que j'aime avoir une vue d'ensemble de 360 degrés complète le plus possible, puis de consulter même les gens dans mon entourage. Tu sais, j'ai des mentors, j'ai des gens qui me supportent, puis des fois, ça fait un an, ça fait 6 mois, ça fait 5 mois que je lui ai pas parlé, puis je l'appelle, puis je dis, je donne tous les éléments, puis je dis, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Puis cette personne-là va être en mesure de me challenger puis de donner son avis. Puis après ça, moi, je suis en mesure d'avoir différents avis, différentes. Puis c'est pas vrai que je vais prendre tout le temps le même côté, mais ça me permet au moins d'avoir les 2 côtés de la médaille d'une situation donnée. Puis par la suite, prendre la bonne décision. En tout cas, la meilleure décision possible, c'est peut-être pas la bonne, mais la meilleure décision possible pour arriver à avancer. Puis peut-être avoir un outil de plus dans ton coffre à outils. Tu as énormément d'expérience côté professionnel, même chose au niveau personnel. C'est quoi, tu dirais, aujourd'hui, ta plus grande fierté, Charles?
Ma plus grande fierté, c'est d'être en mesure de travailler au quotidien avec les gens que j'aime profondément. J'ai un très grand respect, puis un très grand respect, j'ai un très grand sentiment de fierté et d'accomplissement, de pouvoir rendre les gens autour de moi meilleurs, puis d'apprécier travailler avec eux autres. T'sais, j'ai mon meilleur ami, j'ai ma conjointe, on a des employés qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Jonathan qui est là depuis 6 ans. Tu as un bloc de jeunes aussi, là. Ouais. Tu as des jeunes hyper talentueux. Je pense, ils sont dans la jeune vingtaine, là. Ouais. Vont-tu penser à toi un peu? Oui, absolument. Puis ça, c'est important parce que lorsqu'on les a embauchés en 2022, lors de leur première année, donc je vais parler par exemple de Xavier et Félix, c'est 2 jeunes qui avaient absolument, premièrement, pas les études pour travailler dans le poste qu'ils avaient postulé. Puis deuxièmement, il n'y avait pas l'expérience non plus. Mais c'était 2 jeunes qui avaient tellement de potentiel, puis que je sentais qu'elle allait avoir une connexion, autant avec moi qu'avec les autres membres de l'organisation. Tu sais, quand on monte une équipe, tu as besoin que les jeunes, d'anticiper le cerveau, la capacité d'adaptation de chacun des individus dans ton équipe, tu sais, d'être capable, je vois ça comme une équipe de hockey, une équipe de baseball, il faut que ça connecte. Tu sais. Puis je savais tout de suite, puis je savais qu'on allait avoir le temps de les aider à se développer. Également, puis qui allait apprendre le travail au fur et à mesure. Puis tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas gêné de le dire, Xavier, il a 22 ou 23 ans. Il a 23. 23 ans. Il vient de l'avoir. C'est probablement le meilleur gestionnaire marketing que je connaisse dans le baseball professionnel indépendant. Tout ce qu'il a réussi à faire, son développement personnel, c'est incroyable. Félix, c'est exactement le même principe. Félix qui a déménagé de cette île pour venir. Puis tu sais, juste un petit détail, je me souviens quand on était en pleine pandémie, puis j'avais fait sa première entrevue à distance par Team, puis il m'avait dit, quand je l'avais rappelé pour dire j'aimerais ça te rencontrer en deuxième entrevue, il dit je pourrais être là demain matin. Mais là, j'étais où? Il dit j'étais à cette île. Ça m'avait démontré que c'est ce genre d'individu-là que je pense qu'on a besoin dans notre équipe. Puis, ça diffère d'une entreprise à l'autre, mais pour travailler au capital, il faut que tu sois capable parfois de faire des sacrifices puis de travailler à des heures qui sont parfois différentes. Des sacrifices, tu dis? Fait que, ça m'avait vraiment interpellé. Même affaire au niveau de Xavier. Il m'avait répondu... écoute, il travaillait sur une ferme avant, dans le coin de la quai de chemin. Il dit, écoute, je vais essayer de faire mon mieux. Je pourrais être là demain matin aussi. Fait que là, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, je savais déjà qu'il y avait... Puis leur développement aujourd'hui, je suis extrêmement fier. Puis quoi qu'il arrive, si ces gens-là décident éventuellement d'avoir un tremplin vers ailleurs, je vais être extrêmement fier du chemin qu'on a parcouru ensemble dans leur carrière, dans leur développement aux autres. Fait que la fierté de bien s'entourer, puis d'avoir une belle équipe autour de soi, puis de pas nécessairement prendre le crédit de quoi que ce soit, mais de simplement dire « Hey, c'est un travail d'équipe, on travaille, on a des sessions de brainstorming que tu sais c'est quoi, où tout le monde a le droit à son avis sur tout au stade. Tout. » Donc, j'ai jamais été invitée. On va t'inviter. J'ai jamais été invitée. Puis c'est quelque chose que je dis, crime que j'aimerais. J'ai plein d'idées. Moi, j'ai tout le temps plein d'idées. Ben oui, avec plaisir. Ça fait le temps va vite, là. Ça fait au-dessus de 50 minutes qu'on se parle. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? On parle beaucoup du parcours de l'entrepreneur, mais c'est pas un loup solitaire qui est devant la meute de loups. Un loup solitaire peut perdre une bataille facilement, mais une meute de loups, c'est rare qu'elle perd sa bataille. Fait que pour moi, je vois vraiment le succès et des capitales, mon succès personnel, comme un travail d'équipe. Puis il y a plein de gens qui ont contribué au fil des ans à me rendre meilleur. Puis je pense que j'ai aussi contribué à rendre les gens autour de moi, certains des gens autour de moi, meilleurs. Puis c'est comme ça que je pense qu'on finit par grandir, puis évoluer, puis devenir meilleur. Tu sais. Donc, la réussite personnelle n'est jamais personnelle. La réussite personnelle, elle est beaucoup plus large que personnelle. Puis parfois, on va attribuer le succès à une seule personne, toujours, mais l'important, c'est de voir la globalité de cette personne-là, puis qui l'entoure, puis comment il est fait pour arriver là. Puis c'est comme ça, je pense. Moi, je pense que j'ai du A++++, à quelque part autour de moi quotidiennement. Puis ça fait que je patauge là-dedans, puis je suis capable
d'être moi-même, puis je suis capable d'être ce que je suis. Toi, de ton côté, Daniel, qu'est-ce que tu retiens de ton Il y a plein de choses que je retiens, mais il y a plein de choses que j'aurais aimé couvrir, mais qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement. Là, mais il y a une chose que, si tu me permets de parler, ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant, mais aussi, le succès des capitales, c'est beaucoup les partisans sont présents, mais les bénévoles, moi, ça me fascine de voir la quantité de bénévoles, Charles, qui sont là pour, premièrement, avant une saison, parce qu'il faut que vous sachiez là, que sans les bénévoles, la saison, c'est dur à partir, là. Tu as énormément de gens. Je pense que tu réussis à transmettre la passion à ces gens-là parce que toute ta famille vient laver les bancs en passant. Toute ta famille est là, laver les bancs. Mais il y a raison de dire que c'est pas... Oui, ils ont une super équipe. Il y a une équipe. Les joueurs sont... Pat, il réussit à monter une équipe extraordinaire. Je pense qu'on le voit. Là. D'ailleurs, t'es probablement notre meilleur bénévole. Je dis pas ça pour te lancer des fleurs, mais Daniel est extrêmement impliqué avec nous par passion. Ouais. Puis, tu sais, t'as raison, c'est vraiment une belle grande famille. Puis tout le monde trouve son compte puis rayonne à quelque part là-dedans. T'sais. Exact, c'est bien dit, c'est ça. Moi, je suis un peu la môme des joueurs dans un sens. J'ai nourri, je m'occupe d'eux. Ils sont jeunes, hein? Ouais. Ils sont jeunes, on va se dire. Ils arrivent à Québec, ils sont jeunes, ils parlent pas français la majorité. On a beaucoup d'international là, cette année. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Puis c'est un choc culturel, pareil, un petit peu pour eux. Là. Mais je trouve ça beau le message aujourd'hui parce que c'est sûr que là, on parle aussi en lien avec le baseball, puis c'est un sport, c'est une passion, mais tous les messages qu'on a dit aujourd'hui, tu peux amener ça dans n'importe quelle entreprise. Totalement. C'est toutes des choses que les gens vivent. Exact. Je te félicite pour ton parcours, puis tu es vraiment une personne, passionnée, mais on le voit là, que tu es autour de toi, les gens qui sont proches de toi, c'est important. Puis je vais juste te lever mon chapeau parce que félicitations pour les capitales, mais félicitations aussi pour ton parcours. Puis tu le vois, la fibre entrepreneuriale que ce gars-là a, parce que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas touché, mais la saison 2022 a été une saison extraordinaire, mais aussi les capitales n'ont jamais eu autant de succès. À ce moment-là. Ouais. Puis d'année en année, c'est incroyable, ça monte. Moi, ça me fascine. Je me dis, mais my God, à un moment donné, je sais pas où tu vas mettre les gens, mais il manque de place. Là. C'est ça, mais on a tellement de belles choses qui s'en viennent. Les rénovations du stade vont être incroyables pour les gens, améliorer l'expérience client. On est dans le post-mortem de la saison, mais la réalité, c'est qu'on est en train de déjà penser aux prochaines années. Et tout, donc, ça va être quelque chose d'assez bien ce qui s'en vient, je pense. Ils ont gagné les FIDID récemment pour événements ou attractions touristiques. Ouais. Savais-tu qu'il a fait je finis. Il a fait une conférence à Montréal pour, c'était les affaires, le journal des affaires qui avait fait une conférence. Il a fait ça devant les Canadiens de Montréal. Jeff Molson était dans la salle. Hein? Ouais. Il a parlé du succès, du modèle d'affaires des capitales. Bref, on pourrait en parler des heures, honnêtement. Fait que... Merci, Charles. Merci. Merci à vous. Merci à vous de l'invitation. C'est très apprécié. On invite les gens à nous écouter. À chaque épisode, on est sur toutes les plateformes. Puis, on se rejoint pour un autre épisode. Merci, Jean-Philippe. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.